Voici 10 ans que l'Amérique, l'Union soviétique, la Chine et nous-mêmes essayons de savoir ce qui pourra être autre chose que la politique dans l'ordre de l'esprit. Ici, pour la première fois, ce que nous avions tenté ensemble est exécuté et nous pouvons dire que ce qui se passera ce soir se passe dans le domaine de l'histoire. Il était entendu, il y a 130 ans, que la plus grande actrice française ne pouvait pas jouer dans cette ville parce qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Vous êtes tous ici, et combien d'Amiénois seront là après vous? Vous êtes plus nombreux comme abonnés de cette maison qu'il n'y a d'abonnés à la Comédie Française. À Bourges, qui a 2 ans d'existence réelle, il y a 7000 abonnés, et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable n'a jamais existé au monde, sous aucun régime. Jamais 10% d'une nation ne s'est trouvé rassemblée dans l'ordre de l'esprit. De quoi s'agit-il essentiellement? D'abord, d'un changement absolument total de civilisation. Nous savons tous que nous sommes en face d'une civilisation nouvelle. Encore s'agit-il un peu de savoir à quel degré. C'est Robert Oppenheimer qui, après Einstein, disait « Si l'on rassemblait tous les chercheurs scientifiques qu'a connus l'humanité depuis qu'elle existe, ils seraient moins nombreux que ceux qui sont vivants. Si les grands pharaons avaient dû parler à Napoléon, ils auraient parlé de la même chose. Bien sûr, l'armée française était plus étendue que l'armée de Ramsès. Mais c'étaient les mêmes ministres, les mêmes finances, la même guerre. Alors que si Napoléon devait parler sérieusement avec le président des États-Unis, il ne saurait plus de quoi ils parlent en commun. La structure de l'État, la structure de la civilisation a changé d'une façon fondamentale au cours de notre vie. Et nous sommes les premiers qui avaient vu changer le monde au cours d'une génération. Car même la chute de l'Empire romain avait demandé 4 générations, et même saint Augustin voyait le destin de Rome dans une sorte de brume. Non seulement la civilisation nouvelle a détruit les anciennes conditions du travail, mais elle a détruit la structure des anciennes civilisations, qui étaient des civilisations de l'âme. Elle a remplacé l'âme par l'esprit, et la religion, non pas par la métaphysique, mais par la pensée scientifique, la signification de la vie par les lois du monde. Je ne juge pas, et ce serait parfaitement inutile. Je reprends ici ce que j'ai dit à l'université sanskrite de Bénarès. Vous représentez 5000 ans de culture humaine, mais en une seule génération, tout a changé. Les lois du monde sont devenues le problème fondamental, même pour les esprits religieux. Ne nous y trompons pas. La nouvelle civilisation, c'est bien entendu la machine, et ce n'est pas, comme on nous le dit en permanence, le matérialisme. L'Amérique ne se croit pas du tout matérialiste. La Russie ne se croit pas matérialiste, et elle a raison. La Chine ne se croit pas matérialiste, et elle est prête à mourir pour les valeurs qui sont les siennes. Le problème matérialiste est absolument subordonné. L'essentiel est ailleurs. Il est dans la présence de la machine qui a changé le rapport de l'homme et du monde. D'une part, la machine a créé le temps vide qui n'existait pas et que nous commençons à appeler le loisir. Ici, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout de suite, ne nous laissons pas épater à l'infini par ce thème absurde. On a commencé par faire un ministère des Sports et des Loisirs, et les loisirs peuvent être, en effet, semblables au sport. Le problème qui se pose n'en est rien, l'utilisation d'un temps vide. J'y reviens parce qu'il n'existait pas autrefois. Les grandes civilisations agraires, et plus ou moins religieuses, n'avaient pas de temps vide. Elles avaient des fêtes religieuses. Le temps vide, c'est le monde moderne. Mais ce qu'on a appelé le loisir
c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens s'amusent. Et bien entendu que l'on joue ici même ce qui peut amuser tout le monde. Nous en serons tous ravis. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement. C'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions et plus tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il regarde son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments. Il y a aussi les entr'actes. La machine, d'autre part, multiplie le rêve. Ici, j'insisterai beaucoup parce que, au nom du matérialisme, on nous a beaucoup dit que la machine était, en somme, le contraire du monde ancien, disons pour simplifier, de l'imaginaire. Or, jamais le monde n'a connu des usines de rêve comme les nôtres. Jamais le monde n'a connu une pareille puissance d'imaginaire, jamais le monde n'a vu ce déluge d'imbécilité, d'une part, et d'autre part, ces choses parfois très hautes qui ont créé cette unité mystérieuse dans laquelle une actrice suédoise jouait Anna Karénine, l'œuvre d'un génie russe, conduite par un metteur en scène américain pour faire pleurer des enfants aux Indes et en Chine. La puissance de rêve de notre civilisation est absolument sans précédent, et voici où se pose le problème que j'ai posé tout à l'heure. Ces usines, si puissantes, apportent les moyens du rêve les pires qui existent. Parce que les usines de rêve ne sont pas là pour grandir les hommes. Elles sont là très simplement pour gagner de l'argent. Or, le rêve le plus efficace pour les billets de théâtre et de cinéma, c'est naturellement celui qui fait appel aux éléments les plus profonds, les plus organiques, et pour tout dire, les plus terribles de l'être humain, et avant tout, bien entendu, le sexe, le sang et la mort. Or, il se trouve que, aussi bien dans la Chine communiste qu'aux États-Unis, on s'est aperçu que la seule chose au monde qui soit aussi puissante que le domaine mystérieux des ténèbres, c'est ce qui a vaincu les ténèbres et ce qui, pour des raisons que nous ignorons, a survécu. En un mot, les seules images aussi puissantes que les images de sang, ce sont les images d'immortalité. La raison de cette maison, mesdames et messieurs, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui que, sur le monde entier, en face des immenses puissances de rêve qui contribuent à écraser les hommes, soit donnée à tous la seule possibilité de combat aussi forte que celle des ténèbres, c'est-à-dire ce que les hommes ont fait depuis toujours. Pourquoi y a-t-il une si mystérieuse puissance de ce qui a survécu ? À la vérité, nous ne le savons pas. Nous en connaissons bien les résultats. Vous allez voir Macbeth ce soir, mais les causes sont assez mystérieuses. Tout au plus, on pourrait dire ceci, il y a 100 ans, on croyait beaucoup que les hommes étaient plus forts que leurs rêves, autrement dit que c'était eux qui faisaient leurs rêves. Et la psychologie des profondeurs nous a montré que ce sont infiniment plus les rêves qui possèdent des hommes et que les grands rêves sont beaucoup plus durables qu'une pauvre vie humaine. Dans ces conditions, de même que les éléments organiques ont quelque chose d'apparemment invulnérable, ce qui appartient à l'imaginaire humain dans ce qu'il a de plus haut semble ne pas appartenir en propre à ceux qui l'ont créé et qui sont en face de cet imaginaire, un peu comme un sourcier en face de la source qu'il découvre. Le génie découvre ce qui rôde dans l'âme des hommes et l'ayant découvert une fois,
il advient que très souvent, il le découvre pour très longtemps. Il est extrêmement difficile de savoir pourquoi il y a une telle force dans les paroles d'Antigone. Mais nous savons tous que sur cette scène, lorsque viendra une actrice qui dira à l'homme qui va tuer son personnage « Peu importe les lois des hommes, il y a aussi les lois non écrites ». Ce jour-là, lorsqu'elle ajoutera « Je ne suis pas venu sur la terre pour partager la haine, mais pour partager l'amour ». Cette princesse thébaine, aux petits cheveux coupés de Jeanne d'Arc, sera pour chacun de vous quelque chose qui est l'une des plus grandes voix chrétiennes, même si le Christ n'avait pas existé. Il y a, dans le passage de quelque chose qui rôde dans le cœur des hommes, quelque chose d'invincible. Et cette invincibilité seule est aussi forte que ce qui menace l'homme dans la civilisation moderne, et c'est elle que nous entendons sauver. Au fond, qu'est-ce que l'imaginaire ? Depuis que le monde est monde, c'est probablement ce que l'homme a créé en face des dieux. Le destin est là, avec la naissance et la vieillesse et la mort, et quelque chose est là aussi, qui est cette communion étrange de l'homme avec quelque chose de plus fort que ce qui l'écrase. Il y aura toujours ce moment prodigieux où l'espèce de demi-gorille, levant les yeux, se sentit mystérieusement le frère du ciel étoilé. C'est là qu'est l'élément absolument fondamental de notre lutte, et si vous le voulez, de notre travail. L'imaginaire séculaire, c'est probablement l'antidestin, c'est-à-dire la plus grande création des hommes et le destin de notre puissance et le fait qu'elles ont émancipé le rêve et d'autre part, ce qui peut exister en face et qui n'est pas autre chose que ce que j'ai appelé naguère l'héritage de la noblesse du monde. Dans ce domaine, il semble que les dieux soient morts, mais lorsque je parlais du sexe et du sang, certainement les diables ne le sont pas. Et le vrai problème est de savoir si une civilisation qui a su ressusciter les démons saura aussi, en son temps, ressusciter les dieux. La lutte des formes ressuscitées comme les instincts primordiaux, c'est-à-dire ce que nous avons à faire ensemble, c'est d'abord ce qui est présent, c'est-à-dire, pour des raisons bonnes ou mauvaises, peu importe, ce qui dans l'héritage des siècles compte pour vous. C'est ensuite ce que l'on peut aimer, et c'est là que je ferai une réserve sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de l'université. Gaëtan Picon avait précisé cette question. L'université est ici pour enseigner. Nous sommes ici pour enseigner à aimer. Il n'est pas vrai que qui que ce soit au monde ait jamais compris la musique parce qu'on lui a expliqué la 9e symphonie. Que qui que ce soit au monde ait jamais aimé la poésie parce qu'on lui a expliqué Victor Hugo. Aimer la poésie, c'est qu'un garçon, fût-il quasi illettré, mais qui aime une femme, entende un jour, lorsque nous dormirons tous deux dans l'attitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau. Et alors, qu'il sache ce qu'est qu'un poète. Chaque fois qu'on remplacera cette révélation par une explication, on fera quelque chose de parfaitement utile, mais on créera un malentendu essentiel. Ici, les nôtres doivent enseigner aux enfants de cette ville ce qu'est la grandeur humaine et ce qu'ils peuvent aimer. Aussi, l'université leur expliquera ce qu'est l'histoire. Mais il faut d'abord qu'existe l'amour. Car après tout, dans toutes les formes d'amour, il ne naît pas des explications. Bien entendu, je ne pense pas que nous sommes ici que pour le passé. Nous sommes ici d'abord pour le passé. Nous sommes ici d'abord
pour que la réalité incroyable que fut ce privilège si longtemps acquis pour si peu de gens cesse. Mais il n'est pas du tout nécessaire de limiter au passé notre action. Simplement, il est indispensable de bien savoir que ce que nous voulons faire dans le présent est d'une autre nature. Où les deux choses se rejoindront-elles ? J'y reviendrai tout à l'heure. En vous. Une maison de la culture se définit par l'audience qui la constitue. Hors de cela, on crée des paternalismes parfaitement inutiles. Donc, disons, pour les contemporains, que s'agit-il de faire ? Le maximum de liberté. Ce pays qui s'appelle la France n'a jamais été tellement grand que quand il s'occupait de lui-même. Un pays comme l'Angleterre n'a jamais été plus grand que lorsqu'il était sous la bataille de Londres. Mais la France n'a jamais été grande que lorsqu'elle était la France pour les autres. J'ai dit ailleurs, il n'y a pas de route d'Orient sur laquelle on ne trouve des tombes de chevaliers français, il n'y a pas une route d'Europe sur laquelle on ne trouve des tombes des soldats de l'an 2. Mais cette France-là n'était pas pour elle-même. Elle était pour tous les hommes. Et ce que nous devons tenter, actuellement, c'est d'être ce que nous pouvons être, non pas pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes. Si cet étrange appel au mot si confus de culture résonne tellement d'un bout à l'autre du monde, c'est qu'en définitive, ce n'est pas l'appel aux morts, mais aux ressuscités, et que vous pouvez prendre les contemporains quand vous les mettez en face des grands morts. Ils seront toujours ensemble et se reconnaîtront parce que nous ne travaillons pas pour le passé, mais nous travaillons pour l'avenir. Je voudrais ajouter un mot à propos de la jeunesse. Dieu sait si je pense que les maisons de la culture doivent aider la jeunesse. Mais en même temps, je voudrais qu'il fût bien entendu que les maisons des jeunes sont là pour la jeunesse et que les maisons de la culture sont pour tout le monde. Il y a quelque chose qui devient assez pénible en France, c'est qu'il semble qu'à partir de 30 ou 35 ans, le domaine de l'esprit n'appartienne absolument plus à personne. Or, le domaine religieux, jadis, c'était à partir du moment où la mort devenait présente qu'il s'établissait. Ces maîtresses éclatantes de Louis XIV, nous les voyons tous finir au couvent, mais pas par mensonge. Alors dans ce domaine de l'esprit, disons simplement, une fois pour toutes, que pour nous, tant mieux si la jeunesse est là, et nous faisons appel à la jeunesse pour qu'elle soit là, car elle peut servir l'esprit mieux que tous les autres. Mais en définitive, il s'agit tout de même de savoir si c'est la jeunesse qui sert l'esprit ou si c'est l'esprit qui sert la jeunesse. Tout cela, nous l'avons beaucoup vu. Nous sommes en train de tenter de le faire. Vous savez comme moi, par un exemple illustre, que jadis la France avait établi ce qu'il fallait faire avec les corps cuirassés. Et puis les corps cuirassés ont été faits et ils n'ont pas été faits en France, alors que les maisons de la culture, puisqu'en ce moment, c'est nous qui commençons pour le monde, mieux vaudrait continuer. Nous ne prétendons pas, comme l'Union soviétique, donner leur chance à tous, et nous le regrettons. Mais nous prétendons formellement donner sa chance à chacun. N'oublions pas que, pour faire ce qui se passe ici, dans la France entière, il faut 30 milliards d'anciens francs, et que le budget de l'éducation nationale est de 1700 milliards. Par conséquent, changer la France et en faire ce que nous voulons faire est absolument impossible. Pour obtenir quoi ? Pour obtenir que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Je veux dire, lorsque nous prenons les pays les plus atroces, l'horreur assyrienne, et que nous sommes en face de leur art, nous nous apercevons que lorsque les hommes sont morts, il ne reste rien de ce qui a été hideux en eux, et qu'il ne reste que ce qu'ils ont eu de grand quand la transmission est faite par l'art.
Je parlais de l'horreur assyrienne. Dans la mémoire des hommes, elle est la plus émouvante figure de fauve. Elle est la lionne blessée. Et si, demain, il ne devait rester que des témoignages d'art sur les fours crématoires, il ne resterait rien des bourreaux, mais il resterait les martyrs. Là est la grandeur suprême de l'art. Tout ce que nous défendons, ce n'est pas d'avoir des tableaux ou des chansons agréables ou pas agréables. C'est la métamorphose la plus profonde de l'être humain qui finit toujours par faire des martyrs avec des bourreaux. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à cela que je fais appel. Il n'y aura pas de maison de la culture sur la base de l'État, ni d'ailleurs de la municipalité. La maison de la culture, c'est vous. Il s'agit de vouloir, si vous le voulez, si vous voulez le faire, ou si vous ne le voulez pas. Et si vous le voulez, je vous dis que vous tentez une des plus belles choses que l'on ait tentées en France. Parce qu'alors, avant 10 ans, ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France.